Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission Globetrotter. On n'en avait pas fait depuis longtemps et malheureusement j'ai envie de dire parce que on n'a pas eu beaucoup de courses UCI et non UCI hors du continent européen à cause de la pandémie, mais en tout cas c'est un plaisir de pouvoir refaire une de ces émissions avec Greg. Salut tout le monde. Ah, ton micro peut-être Greg, je pense que c'est ça. Salut à tous. Mathieu Bonjour à tous. et Thomas. Bonjour. Alors messieurs, pour commencer, j'ai envie de te lancer, Mathieu, justement, et de te dire quelle drôle d'année et qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Nous qui n'aimons pas forcément que les épreuves World Tour et les grosses armadas, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ah non, 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 je vais parler de l'Asie pour commencer. Effectivement, en Asie, ça a été la catastrophe. Bon, on sait d'où est partie la pandémie, hein. Et immédiatement, les frontières se sont fermées en Asie. Donc, depuis mars, depuis le Tour de Taïwan, qui a été la dernière grosse course en mars, on n'a rien eu du tout. En Asie, on a eu un Tour de Thaïlande qui s'est quand même couru avec pratiquement uniquement des équipes locales, plus la Bike Aid qui était quand même venue avec la nécessité de s'enfermer 15 jours dans un hôtel avant. Bon, ça nous a juste permis de découvrir un nouveau coureur français qu'on ne connaissait pas, Valentin Midé, qui fait 3 du Tour de Thaïlande, qui paraît-il, j'ai un petit peu fait des recherches, mais il y en a qui le savent, battait Thibaut Pinot chez les juniors, puisque c'est un franc-comtois comme Thibaut Pinot. Donc on va voir s'il va continuer à disputer quelques courses UCI. Normalement, avec son équipe, oui, Roujail.com, son équipe thaïlandaise, a l'air d'être un petit peu ambitieuse, peut-être monter en Conti un jour et disputer 2-3 courses en Asie, peut-être en Indonésie, on le verra. Bon, on verra. Mais bon, à part ça, en Asie, voilà, rien à se mettre sous la dent. On attend de voir l'année prochaine, mais bon, ça commence déjà à s'annuler. Le Langkawi est déjà annulé. Donc, ça va encore être difficile l'année prochaine. La Chine, ça a l'air d'aller maintenant au niveau de la pandémie, donc peut-être qu'ils vont rouvrir les frontières, mais je pense pas avant peut-être mars-avril, voire même plus loin. Donc, on va voir, mais la situation est un peu morose. Les annonces d'équipe, tout ça, ça tombe pas trop. C'est tombé au Japon, mais à part ça, on n'a pas trop d'annonces. Donc, on va attendre et voir la suite avec un peu d'inquiétude quand même. Alors si ça a été compliqué en Asie, on a eu la chance par contre en Amérique du Sud et notamment en Colombie d'avoir pas mal d'épreuves. Alors très peu d'épreuves UCI, hein, parce que on l'a déjà dit dans plusieurs émissions Globetrotter, les courses intéressantes hors Europe sont pas forcément UCI. Mais pour le plus grand bonheur de Thomas qui suit tout particulièrement ce cyclisme sud-américain, on a eu Thomas beaucoup d'épreuves par rapport à d'autres continents, hein, j'insiste, en Colombie notamment. Oui, c'est vrai qu'on a eu un gros bloc en octobre et novembre en Colombie. On a déjà eu la Vuelta de la Juventud, donc le Tour de Colombie Espoir. Ensuite, on a eu le Tour de Colombie, enfin la Vuelta à Colombia. On a aussi eu le Classico RCN. Et qui vient juste de se terminer, on a eu le Tour de Colombie pour les juniors, donc la Vuelta del Porvenir. Et donc on a découvert, je viens de dire, un coureur qu'on verra l'année prochaine probablement en World Tour. C'est Diego Camargo qui a remporté la Vuelta del Porvenir, de la Juventud, pardon, et la Vuelta del Colombia. Et c'est seulement le troisième coureur à faire le doublé Tour de Colombie Espoir et Tour de Colombie Elite. Et on l'avait vu un peu au début d'année sur le Tour Colombia et juste avant sur la Vuelta à San Juan. Et du coup, Camargo a signé un contrat avec Education First. Donc tout de suite, je pense que Voters s'est jeté sur lui après sa victoire sur le Tour de Colombie Espoir. Et on a eu aussi le Classico RCN avec la victoire de José Tito Hernandez. Alors, bon, personne vraiment en Europe le connaît, même s'il est assez connu en Colombie. C'était un ancien bon espoir colombien. Mais j'ai surtout noté les belles performances en fait de plusieurs jeunes. Le premier, c'est Didier Merchan, qui est un coéquipier à Diego Camargo. Et ensuite, on a eu les coureurs de UAE Colombia, donc, qui est une équipe qui Une est, filière du UAE Team Emirates, c'est ça Thomas? oui, officiellement, c'est pas une filière. Après, on sait que, par exemple, Machine, on sait que va aller recruter des Colombiens dans cette équipe. Donc, on a eu sur ce Classico RCN des coureurs comme Rafael Pineda qui a été leader une journée.
On a eu aussi une victoire d'Adrian Bustamante. Mais j'ai retenu aussi Yerman Gomez, qui a fait troisième aussi de la Volta de la Juventud. Et je pense que Gomez, d'ailleurs, c'est celui qu'on a vu l'année dernière sur les championnats du monde junior, sur le bas de côté de la route, qui n'a pas pu être dépanné. Et l'image avait fait le tour du monde. Et ce coureur-là, je pense sincèrement que c'est le futur grand coureur colombien. C'est un coureur très très complet, très bon rouleur, pas pur grimpeur, mais qui sait suivre les meilleurs en montagne. Il se débrouille très bien sur les parcours vallonnés et en plus de ça, il a une très très bonne pointe de vitesse. Et je le vois vraiment au-dessus par exemple, d'un Camargo, moi, personnellement. Ouais. Et je pense sincèrement que c'est le prochain grand crack colombien. Alors justement, avant de rentrer dans les détails de ces courses colombiennes et de ces cracks, puisque tu parlais de jeunes pépites, Thomas, ça va me permettre de relancer Greg. Parmi ces jeunes pépites, j'en vois un qui a terminé deuxième de la Classico RCN et deuxième du Tour de Colombia, c'est Oscar Sevilla. Quelle santé et quelle longévité. Ah, une jeune pépite, ouais, Oscar Ouais. Tiens, Sevilla, monte un peu Greg, si je crois qu'on t'es assez faible en micro. ouais, jeune pépite Oscar Sevilla, effectivement, 44 ans, mais quelle longévité et toujours une forte présence sur le circuit. Chaque fois qu'il dispute une course par étape, il est présent. Donc il a vraiment écumé pas mal de courses cette saison au final, malgré le Covid. Il est toujours là. Bon, par contre, jamais vainqueur des classements généraux, mais toujours présent, vainqueur des classements par points, toujours deuxième des classements finaux. Et ouais, c'est un bon leader pour son team Medellin qui est particulièrement présent sur les courses d'Amérique du Sud. Donc, après, quand c'est pas lui qui arrive à gagner, c'est un de ses équipiers. Bon, là, par contre, cette année, pour une fois, comme l'a dit Thomas, les jeunes ont existé sur les classements généraux des courses principales et non pas seulement des courses qui leur sont réservées aux moins de 23 ans. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir un coureur de moins de 23 ans gagner le Tour de Colombie devant les anciens de 30, voire de 40 et plus. Et ouais, par contre, pour revenir sur Sevilla, c'est une bonne longévité. Je pense faudra lui donner rendez-vous sur l'America Tour l'an prochain des San Juan. San Juan où il y aura une concurrence plus faible en plus, où Sevilla aura peut-être plus de chances de se mettre en avant. Alors pour continuer, Thomas, tu parlais de Camargo tout à l'heure. Justement, ça m'intéresse parce que tu l'as dit, il va signer ou il a déjà signé chez EF Pro Cycling. Mais comment tu le vois évoluer? À quel niveau tu le vois évoluer l'an prochain au sein du World Tour? Est-ce que tu vois déjà faire un peu de perf ou être juste dans un rôle d'apprentissage entre guillemets? J'aurais vu Camargo faire une perf, mais sur le Tour Colombia. Malheureusement, il n'aura pas lieu. Mais je pense que non, il va plus travailler pour ses leaders, pour Uran, pour Higuita. Et je le vois vraiment plus se performer individuellement à partir de 2022. Je pense que l'année prochaine, il sera dans un rôle d'équipier. Après, il a déjà 23 ans. Enfin, il va avoir 23 ans, ce qui est, Sa ce qui dernière est année toujours espoir, jeune. c'est ça, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Non, non, je le vois vraiment dans un rôle d'équipier l'année prochaine. Je pense qu'un peu comme Harold Terrada, en fait. Ouais. On l'a vu cette année vraiment sur quelques étapes de montagne sur le Tour de France. Très, très fort. Et on l'a vu faire deux trois perfs à côté. Et je pense que comme Terrada, il va attendre une année avant vraiment d'exploser en Europe. Alors il y a un autre coureur justement, un autre Colombien qui a gagné Porvenir il y a quelques années et qui a été champion de Colombie du chrono chez les Espoirs, si je me trompe pas, c'est Daniel Arroyave. Moi j'ai un peu de mal à le voir performer en Europe. J'ai l'impression que ses victoires, certaines d'entre elles en tout cas, sont un peu en trompe-l'œil. Et je voulais profiter de t'avoir Thomas là aujourd'hui pour te demander ton avis sur Arroyave qu'on a vu en Europe, c'était l'an passé si je me trompe pas, mais qui s'était un petit peu troué. Et je voulais savoir si toi aussi tu avais du mal à voir un très grand potentiel ou au contraire le voir bien évoluer au World Tour. Mais c'est vrai que je le vois en dessous, par exemple, d'un Camargo. C'est pas le même profil. Alors, Arroyave, c'est plus un puncher. Et cette année, il m'a pas forcément vraiment impressionné. Il a remporté alors le titre de champion national espoir.
Il a remporté aussi une classique juste ensuite au début d'année. Mais après, sur les grandes courses, je l'ai trouvé vraiment en deçà du niveau que j'espérais. Et il a été dans un rôle d'équipier, même pour des coureurs qui sont censés être moins bons que lui, avoir un potentiel moindre. Et en Europe, c'est vrai que... C'était dans une équipe roumaine où il était, non, c'est ça? Comment? Il était dans une équipe roumaine, non, en Europe, je Oui, sais il plus. était dans la team Novak. Il a plus fait de perf sur les sprints l'année dernière. Mais oui, moi aussi, j'ai un peu de mal à le voir vraiment exploser en Europe. Beaucoup en parlent comme une pépite. Mais son profil, je le vois vraiment pas, je le vois vraiment pas avoir une grosse carrière en Europe, moi aussi. J'avais une question plus générale d'ailleurs par rapport à ce cyclisme colombien. Et je vais peut-être lancer Mathieu parce que je sais que c'est pas le cycliste que tu suis le plus, mais tu as quand même un regard très intéressant, je pense, sur le sujet. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, Mathieu, que des fois on stagne un peu en Colombie? C'est-à-dire qu'on est très fort très tôt, mais une fois qu'on arrive en Europe, on n'a pas l'impression que les jeunes Colombiens franchissent toujours ce cap qui leur permet de progresser année après année. Oui, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions, mais enfin bon, est-ce que c'est pas le lot commun de toutes les nations d'avoir beaucoup de jeunes et assez peu d'élus au final? On le voit aussi, ça n'a strictement rien à voir, mais on le voit aussi avec les Danois en Europe, par exemple, Tout à fait. qui promettent beaucoup, qui écrasent tout au niveau mondial chez les juniors, chez les espoirs, et puis après au niveau pro, bon, bah, il y en a quelques-uns qui performent bien sûr, mais c'est pas la majorité. En fait, je sais pas si on peut mettre un pourcentage, mais c'est peut-être 20%, même peut-être pas. Donc que les Colombiens, ça soit la même chose, finalement, ça me choque pas trop. Effectivement, il y a des déceptions hein, chez les Colombiens, mais bon, il y a quand même pas mal de réussites aussi. Donc, ouais, Est-ce que c'est pas rassurant quelque part qu'il y ait des oui, déceptions? oui, c'est rassurant. Je trouve ça, c'est tout à fait normal, effectivement, hein. C'est tout à fait normal qu'ils performent pas tous et qu'ils arrachent pas tous une fois arrivés en Europe. Puis après, bon, faut bien remplir les effectifs des équipes chinoises après Oui, pour tout à leur fait. permettre de gagner tous les jours. Il y a des bonnes primes de course en plus en Chine, donc Oui, voilà. c'est Bon. intéressant. Alors Même Greg, en Chine, ils ne performent pas tous Pardon, d'ailleurs. je t'ai Même en coupé. Chine, ils ne performent pas tous d'ailleurs. C'est vrai, ouais, mais ils prennent peut-être pas les meilleurs aussi. Je suis pas sûr que les recruteurs chinois soient les plus compétents. Enfin bref, pour finir sur ce cyclisme colombien, je voulais quand même aborder le Tour de l'avenir junior, entre guillemets, pour simplifier les choses. C'est la Vuelta del Porvenir. Alors je sais pas si Greg ou si Thomas, l'un de vous veut prendre la main, mais on a eu la victoire de Johan Ramirez, un junior deuxième année devant Oscar Carzon, hein, qui lui est junior première année. Greg ou... Ou toi Vas-y. Thomas, je sais pas si l'un d'entre vous a Personnellement, plus. j'ai pas trop suivi et je connais pas trop ce Johan Ramirez qui du coup m'a surpris Mais on puisque se repose tous sur je- Thomas, moi j'ai pas de honte à le j'avais dire pas dès qu'on trop parle de non mais j'avais Colombie. pas trop de références sur lui dans le passé et l'année dernière il avait pas forcément été extraordinaire sur cette même course et il a pas beaucoup d'autres références donc peut-être que Bah, Thomas le connaît plus. non, non, à vrai dire, je le connaissais pas non plus. Et là, je pense qu'il y a eu comme des conditions assez particulières sur l'étape Rennes. On a vu des coureurs comme le vainqueur sortant Jefferson Ruiz terminer à 4 minutes quasiment. Et on a su ensuite, via le Team Inca qui était sur la course avec la Fondation Chavez, euh, qu'il y a eu quand même pas mal de chutes, pas mal d'incidents. Et je pense que c'est ces conditions de course qui ont fait que bon, Ramirez a remporté l'étape Rennes. Mais après, quand on voit le podium, Santiago Garzón et Brian Molano sont le premier pour Molano et le troisième du Tour de Colombie cadet l'année dernière. Donc c'est pas des coureurs non plus qui sortent de nulle part en Colombie. Mais pour Ramirez, euh, c'est vrai que j'ai fait quelques recherches et j'ai rien trouvé à son sujet avant, enfin comme résultat avant cette Vuelta à parvenir. Est-ce qu'on a là encore une nouvelle pépite? Personnellement, je pense pas. Bon, on attend toujours un peu trop des Colombiens. Il y a quelques surprises parfois. Et là, je pense que c'est une surprise et je m'attarderai plus sur Garzón et Molano qui font 2 et 3 au classement général. Et même sur Ruiz qui a quand même déçu. Mais on a vu qu'il a fait deuxième de la première étape, deuxième du contre-la-montre et quatrième au sprint de la dernière étape. Et même si bon, il termine seulement entre guillemets dixième du classement général, je pense que c'est peut-être lui le meilleur junior
cette année en Colombie, même s'il y a eu très 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 peu de courses. Et aussi, il faut noter l'absence du futur coureur d'Androni, Santiago Mba, qui n'était pas présent sur la course. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il dispute la Vuelta a Táchira en janvier, ou si parce qu'il y a eu son coéquipier qui est décédé à l'entraînement juste avant la course. Donc, je ne sais pas si c'est pour une de ces deux raisons qu'il est absent. Mais je pense que les juniors en Colombie cette année se résument plus à Ruiz et Mba. Alors pour finir, vraiment sur la Colombie, Thomas, on a vu un truc intéressant, puis on suit tous les deux cette équipe et ses dirigeants. C'est AG2R met un petit peu un pied en Colombie, entre guillemets, depuis quelques mois, avec le Team Inca. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le truc, Thomas? On a vu pendant la Vuelta de la Juventud qu'il y avait un logo AG2R sur le maillot du Team Inca qui était allié à la fondation Esteban Chavez. Le logo n'y était pas, je crois, sur Porvenir, mais bon, le Team Inca était toujours associé à la fondation. Comment tu vois, toi, ce projet du Team Inca avec AG2R de s'intéresser, entre guillemets, au cyclisme colombien, enfin aux jeunes colombiens en tout cas? Bah, déjà, c'est intéressant de voir qu'une équipe World Tour française veut créer une structure pour l'aider à recruter en Colombie. Et ça passe du coup par le Team Inca. Mais après, je pense que ça va être quand même difficile. On sait aujourd'hui que la Colombie, il y a beaucoup d'agents qui mettent la main sur les coureurs très très tôt. Les structures colombiennes, j'ai envie de dire, ferment leurs portes souvent, attendent de voir de plus grosses propositions pour les coureurs. C'est un peu la même chose pour les coureurs. Et du court terme, moi, surtout, c'est ça. Oui, à court terme. Oui, oui, c'est exactement ce que disait par exemple, le vainqueur sortant Ramirez. J'ai vu sa déclaration à la fin à la fin de la course. Il pensait déjà que ça pouvait lui offrir un contrat avec une équipe professionnelle. Alors il vient juste de gagner, c'est la première fois qu'il gagne une course de ce niveau-là. Donc je pense qu'ils ont souvent une vision aussi à court terme là-bas. Et à l'inverse, le projet Team Inca, on voit que c'est plus à long terme, un projet de développement en Colombie, en France, essayer de les faire évoluer peu à peu, à côté de leur permettre d'ouvrir des portes dans des métiers. Oui, parce qu'on leur apprend le français, on leur Oui, apprend c'est à être ça. mécano. C'est un projet qui humainement est différent de ce qu'on peut voir chez certains agents, quoi. Oui, et c'est pour ça que je pense que ça va être quand même assez compliqué pour eux de s'installer durablement en Colombie. Après, l'accord avec la Fondation Chavez, il est très intéressant, hein. C'est au moins une grosse structure a pu leur ouvrir des portes. Mais bon, à voir sur le long terme. À voir en effet. Alors pour passer à la suite, parce que je vois que l'heure tourne, justement Thomas, je vais te redonner la main, hein, mais les gars je pense m'en voudront pas parce qu'ils savent que c'est toi qui suis le plus l'actu en Amérique du Sud. Est-ce qu'on a trouvé en Équateur le nouveau Remco Evenepoel? C'est vrai que Nixon Rosero, du coup, c'est le vainqueur du Tour d'Équateur Junior, qui s'est terminé il y a quelques jours. Il a remporté la course avec 10 minutes d'avance sur le second et le dixième a terminé à 33 minutes. Alors, je pense pas qu'on ait trouvé le nouveau Evenepoel. Je pense surtout que le niveau est très très disparate encore en Équateur. C'est le cousin de Carapaz d'ailleurs, si je me trompe pas, Nixon Rosero, c'est ça? Non, c'est Non? Je confonds. non, non, c'était le leader, hein. Carapaz a plusieurs cousins qui font du cyclisme et un de ses cousins c'était le leader jusqu'à la dernière étape dans la catégorie cadet. D'accord. Très bon aussi coureur, mais bon, on verra les prochaines années. Mais pour ce qui est de Rosero, non, c'est un coureur comme qui est comme très talentueux, je pense. Il a fait quatrième des championnats panaméricains l'année dernière du contre-la-montre. Derrière notamment, c'est Gomez, je crois, qui avait remporté l'épreuve. Je pense qu'il a un très bon niveau au contre-la-montre. J'ai vu sur piste, il a déjà le niveau de plusieurs coureurs élites en Équateur, alors qu'il a seulement 18 ans. Et là, sur route, je l'ai trouvé très très costaud sur l'étape Rennes, hein. Il a fait 60 km seul en tête pour mettre 10 minutes au Parce qu'il second. avait 3-4 minutes d'avance sur le mec qui était en tête, c'est ça, non? Si tu mets. Bah, non, c'est le coureur qui était en tête qui avait 3 minutes d'avance Oui, sur pardon, ouais, le groupe, le peloton. Et Rosero est sorti, a repris les 3 minutes et a mis 9 minutes ensuite, en 60 km. Non, oui, c'est un peu comme le vainqueur de l'année dernière, Brian Obando, qui n'a pas pu courir cette année. C'est dommage, il devait courir en Colombie. Malheureusement, l'équipe a pas pu continuer. Mais il avait aussi gagné l'épreuve avec 7-8 minutes d'avance.
Donc je pense que c'est quand même des coureurs qui ont un niveau largement supérieur au niveau national, qui ont un niveau qui est quasiment similaire aux meilleurs juniors colombiens. Et il leur suffit d'avoir encore quelques structures ou quelques propositions dans des meilleures équipes pour que ces coureurs-là, on entende un peu plus parler. Alors on va passer à la suite et je vais donner la parole à Mathieu. Mathieu, on a vu une course UCI en Afrique, c'était le Grand Prix Chantal Biya, pardon, qui s'est déroulé au mois d'octobre, si je me trompe pas, à la fin du mois d'octobre, c'est ça Mathieu? Oui, c'est ça au Cameroun. Donc oui, oui. Alors, on s'attendait à une domination des Rwandais parce qu'ils venaient avec une grosse Tout à équipe. fait. Et effectivement, alors ils n'ont pas dominé autant que je l'aurais pensé, mais finalement Moïse Mugisha s'est imposé et a remporté 2 étapes. Après, voilà, c'était une course avec surtout des sélections africaines, une assez faible sélection, Pas surtout d'Érythrée des... Mathieu d'ailleurs. Non, pas d'Érythrée, surtout des gens d'Afrique de l'Ouest. Et donc pas des gens du Maghreb non plus. Une seule équipe européenne avec des Slovaques qui sont venus là. Donc bon, c'était une petite course sympa, mais voilà, après, ça nous apprend pas grand-chose. Les coureurs qu'on attendait étaient devant. Il n'y a pas eu d'énormes surprises. C'était, voilà, on va voir maintenant comment l'Afrique va rebondir en 2021. Donc on a déjà eu l'annonce que la tropicale était reportée, pas annulée. Donc apparemment, ils vont retrouver des nouvelles dates. Le Tour du Rwanda a l'air de se maintenir avec un plateau qui m'a l'air assez joli. Donc on va voir comment ça va se lancer en Afrique. Bon, voilà, on est assez dans l'attente, comme en Asie, de voir comment cette pandémie va évoluer. Même si en Afrique, ils ont l'air moins touchés de toute façon, mais si les Européens peuvent pas venir, s'il y a des restrictions de déplacement, bon, ça sera assez difficile. Mais est-ce que c'est pas ça justement, Greg, le gros problème pour les épreuves majeures, en tout cas du calendrier africain, c'est le fait de pas être capable de faire venir des formations World Tour ou Pro Conti à cause des restrictions de voyage? Bah, il y a de ça, c'est certain, puisque de toute façon, on sait très bien, selon la catégorie de course, que l'UCI impose un certain quota d'équipes étrangères au départ. Donc, à partir du moment où il n'y a pas la possibilité d'aligner des sélections étrangères, enfin au moins le minimum imposé par l'UCI, on ne peut pas proposer de course du tout au calendrier. Et du coup, ouais, ça pose problème. Et concernant le calendrier africain, on est sûr de pas grand chose pour l'instant pour 2021. On a quelques courses en Afrique du Sud, quelques courses au Maroc. Après, on sait bien que jusqu'à la dernière seconde, quasiment, une course peut apparaître au calendrier UCI comme ça et se disputer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément grand chose à se mettre sous la dent. On verra vraiment si des équipes se montrent intéressées pour faire le voyage. Du coup, l'évolution de la pandémie, on verra si on pourra disputer des courses vraiment autrement qu'entre coureurs africains. Tout à fait, hein. Alors l'Afrique s'en est pas très bien sortie, mais j'ai envie de dire que c'était pas le pire. Mathieu, toi tu suis vraiment le cyclisme asiatique et on l'a vu, hein, ces épreuves, souvent les points 2, mais aussi les points 1 sont vachement dépendantes des formations européennes, mais pas que, hein, aussi les formations colombiennes, américaines, etc. Et finalement, elles ont pris de plein fouet ces restrictions et on a du mal à voir comment on pourrait avoir des épreuves en Asie dans les semaines ou même dans les mois à venir, quoi. Oui, oui, exactement, hein. Toutes les frontières sont encore fermées. Alors bon, au Japon, ils ont repris quand même aussi. Enfin, là, c'est pas au niveau UCI, mais au Mais Japon, justement, tiens, le Japon, est-ce que j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que c'est pas le pays qui a le plus de chances de s'en sortir, dans le sens où c'est celui qui a un vivier local d'équipes et de courses qui est le plus important et qui est peut-être le moins dépendant des formations étrangères, entre guillemets? Ah bah c'est sûr, oui. De toute façon, ils ont leur Japan Pro Tour, leur calendrier local qui est quand même bien construit. Ils ont terminé le Japan Pro Tour un peu comme ils ont pu, mais ils ont quand même réussi à terminer. D'ailleurs, c'est un Sud-Américain qui remporte le Japan Pro Tour, puisque c'est Quintero qui gagne le Japan Pro Tour de la Matrix. Les équipes japonaises ont été les premières à annoncer leurs équipes pour 2021, donc ça prouve bien que voilà, elles sont ambitieuses. Apparemment, le Tour de Japon devrait avoir lieu. Bon, on sait qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, etc. Il va y avoir beaucoup de choses au Japon. Donc on va voir comment ça va se goupiller tout ça.
Donc, effectivement, au Japon, ça pourrait repartir rien qu'avec les équipes locales. Effectivement, plus les quelques coureurs qui sont là-bas sur place. Normalement, Mancebo, quand on parlait de Sevilla tout à l'heure, et Paco Mancebo, normalement, devrait prolonger avec la Matrix. Je crois que ça n'a pas été annoncé officiellement encore, mais normalement, ça devrait être fait avec les autres Espagnols de son équipe. Donc, on va voir, C'est en Asie effectivement. du Sud-Est, Mathieu, où ça va être compliqué finalement. Ouais, en Asie du Sud-Est, en Indonésie. Puis bon, après, est-ce qu'il y aura l'argent aussi pour repartir? Ouais. C'est la question avec la crise. Voilà, il y a quand même, on a quand même des nouvelles d'assez peu d'équipes dans la zone. Alors, bon, il paraît que Sapura a reçu des CV en masse de coureurs européens, de coureurs d'Amérique du Sud pour postuler chez eux, puisqu'on sait que eux, ils ont de l'argent et eux, ils payent relativement bien. Donc, la Sapura, ils devraient repartir. Ils ont les reins financiers solides. Je sais qu'ils ont prévu de venir en Europe beaucoup plus en 2021, faire une longue période en Europe pour avoir des courses. Donc, venir en Turquie en particulier, où ils sont déjà venus un petit peu cette année. Donc, on va voir avec quel coureur, mais ils n'ont rien annoncé encore. La Terengganu, bon, ça devrait repartir aussi. Je ne me fais pas trop de soucis, hein. Il y a des grosses entreprises derrière, donc ça devrait aller. Mais après, pour les autres, les Chinois, bon, les Chinois, il y a de l'argent aussi, mais à voir s'il y aura un calendrier de course. Donc, Est-ce qu'il ne faudra pas attendre janvier, les gars, pour avoir un état des lieux, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, une fois que l'UCI aura publié sa fameuse liste des équipes continentales? au moins janvier, oui. Au moins. Ouais, parce C'était que pas mars, hein. au niveau des équipes continentales, parfois ça traîne un peu pour arriver. Donc ça Ah oui, faudra oui. peut-être attendre février-mars plutôt pour Ah oui, avoir oui, moi, je pense une que bonne liste. on aura dans la deuxième partie de l'année, mais pas avant, hein. Ouais, c'est Parce que ouais, possible. pour les courses chinoises par exemple, bah, pour l'instant officiellement on n'a rien avant le mois de mai. Oui, de toute façon. Mais Parce que pour encore, poser les choses, ça pour pourrait être ceux qui annulé. sont pas forcément au courant du truc, en gros, s'il n'y a pas de course UCI, il y a aucune raison de monter une équipe continentale, puisque de toute façon, elle n'a Oui, pas besoin de ce statut pour accéder aux épreuves. oui, oui, c'est ça. Donc, ça sert à rien de se fatiguer de monter une équipe Conti pour aller faire le Poyang Lake, par exemple, ou des courses comme ça, où il y a des très grosses primes, mais où il n'y a pas le label UCI, donc on fait ce qu'on Ouais, veut. tout à fait. Alors pour finir, messieurs, parce que je vois que ouais, on est presque à la fin de l'émission, bah, je voulais quand même évoquer un cyclisme dont on parle pas forcément beaucoup, c'est le cyclisme en Océanie, qui est lui aussi une des grandes victimes, parce que le Tour Down Under a été annulé, on n'aura pas la Cadel Evans Race, les Ralston Tour qui sautent, la nouvelle classique, là je me rappelle plus du nom, disparaît, les Beckwiths disparaissent également, les championnats sont décalés d'un mois. Quel ravage, j'ai envie de dire, au niveau du calendrier australien. Ouais, et puis ça constituait souvent, enfin ces dernières années en tout cas, ça constituait une bonne reprise pour pas mal de coureurs. Donc Même pour nous, c'est ça a monté en puissance gentiment en janvier. Ouais, et puis ce sont des courses qui sont bien retransmises la plupart du temps, donc une bonne visibilité, enfin un démarrage en douceur, mais avec des bonnes températures déjà, donc ouais, ça permettait de bien se lancer dans la saison et de voir, enfin d'annoncer certains coureurs qui allaient être très forts au retour du Down Under pour finalement se craquer parfois, donc ça permettait de se faire des pronostics. Après, c'est vrai que cette année, enfin 2021, ça va être complètement différent et pas mal de courses vont sauter de ce côté-là. Bon, l'Australie garde quand même le calendrier national. On va peut-être avoir des coureurs qui vont quand même se montrer sur ce calendrier, enfin des coureurs World Tour comme Richie Porte par exemple, qui vont peut-être se montrer sur ces courses-là. Ça va peut-être donner un peu plus de visibilité à ce calendrier-là qui rassemble des bons coureurs, des bonnes équipes, mais dont on ne parle pas du tout autrement. On verra. On verra, ouais. Alors, messieurs, pour conclure, je vais vous proposer de vous demander ce que vous attendez, ce que vous espérez de la saison 2021 pour tout ce qui concerne, bien sûr, autre chose que le circuit World Tour. Bah, moi, j'espère voir des courses. Moi, j'espère voir Benjamin Dibal contre Danilo Oceano sur les pentes du Mont Fuji, sur le Tour des Japon, et puis peut-être un ou deux Iraniens en même temps, voilà. Du Et bon cyclisme à l'ancienne, quoi. notre beau cyclisme à l'ancienne, et revoir tout ça. Non, non, mais franchement, oui,
j'aimerais bien voir tout ça repartir, qu'on retourne en Indonésie, Avec un bon streaming pourri. avec voilà, qu'on retourne sur le Mont Hygiène avec pas de streaming du tout et juste une caméra plantée sur la ligne d'arrivée avec plein de brouillard. Donc, mais voilà, qu'on retrouve nos bonnes vieilles habitudes, quoi. Ouais. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu espères pour la saison prochaine? Non, mais exactement la même chose. Moi, j'ai pas eu en Amérique du Sud et centrale. Il n'y a pas eu trop de soucis cette année, même s'il y en a eu quelques-uns. Il y a eu pas mal de grosses courses, même non réussies, mais c'est sûr qu'en Afrique et en Asie, c'était le vide. Et ça me manque de suivre aussi les courses en Asie. Je trouve le calendrier africain est déjà vide comme ça, donc si on rajoute en plus une crise comme le Covid, ça empire les choses. Non, non, j'espère qu'il y aura un peu plus de courses que cette année, même si bon, j'y crois moyen, honnêtement. Donc, Ouais, à voir. Et toi, Greg, pour conclure? Bah, je suis un peu sur le même ton. Enfin, j'espère en tout cas que les courses qui sont annoncées pour l'instant sur le calendrier ne vont pas toutes sauter. Enfin, j'espère qu'il y aura suffisamment de courses, suffisamment de jours de courses, même ne serait-ce que pour les coureurs locaux qui puissent au moins garder la forme pour être éventuellement si cette saison est encore un peu tronquée, au moins repartir sur de bonnes bases pour 2022 et avoir un calendrier, enfin, et les jambes pour un calendrier suffisant en 2022. Donc j'espère en tout cas que la plupart des courses se maintiendront et que des surprises, enfin des courses surprises pourront aussi avoir lieu si la situation s'améliore. Oui, parce que c'est aussi l'avantage, je vais rebondir là-dessus pour finir, du vélo, entre guillemets, c'est on contracte pas de dette, par exemple, quand on est une course. Et c'est vrai que si, par exemple, le vaccin arrive à temps et que, disons, avril-mai, on est tranquille, rien n'empêche un organisateur d'une point 2 ou d'une point 1 en Asie, parce que du coup, on décide qu'il faut relancer le tourisme, parce qu'il faut pas se tromper. En Indonésie, par exemple, si on met en place des courses de vélo, c'est aussi pour le tourisme, pour montrer des belles images, etc. Et c'est un outil promotionnel, donc peut-être qu'il y aura aussi beaucoup d'argent qui sera mis dans ces courses-là pour relancer une industrie du tourisme qui est en Asie à la ramasse, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont là-bas en vacances et que là c'est très compliqué, donc on peut espérer que ouais, si jamais ça se passe bien, on puisse avoir de belles courses quand même en deuxième partie de saison. Puis moi aussi, ça me manque à vrai dire de me lever le matin et de découvrir les résultats des courses Asia Tour avant de commencer la journée de boulot. Ben, sur ces belles paroles, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on va se retrouver dans quelques mois, pas trop tard, pour faire un nouveau point sur ces courses qui sont sous-médiatisées et qu'on aime beaucoup. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir. Au Salut le revoir. monde!